Bien d'abord, mesdames, messieurs dans la salle, mesdames, messieurs qui vous joignez à nous. Oh non, la caméra est ici, je fais mes excuses. Donc, qui vous joignez à nous en ligne. On a changé de caméra. On a normalement une caméra au plafond beaucoup plus loin, donc je vais ajuster mon regard. Donc, bienvenue à toutes et tous à cette deuxième soirée de la justice 2024-2025 de notre cycle sur les thématiques intemporelles, intemporelles du droit, cycle qui est issu de ce qu'on appelle communément la collection rouge, c'est-à-dire les études qui ont été produites durant les 10 premières années au Centre de recherche en droit public, où on revisite finalement certaines de ces thématiques intemporelles du droit. Vous aurez deviné qu'on appelle ça la collection rouge parce que les documents ont été reliés avec une couverture rouge simplement. Il ne faut pas voir là d'affiliation politique ou autre. Donc, je me présente pour ceux et celles que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer. Mon nom est Nicolas Vermez, je suis le directeur du Centre de recherche en droit public et c'est mon plaisir et mon honneur ce soir de vous présenter notre conférencier, le professeur Pierre Trudel. Pierre, et vous me permettrez, je vais le tutoyer parce qu'on se connaît depuis très longtemps. C'est un collègue, un mentor, un ami, quelqu'un pour qui mon respect est immesurable. Donc, Pierre, il est professeur émérite ici à l'Université de Montréal, à la Faculté de droit et au CRDP, centre auquel il est affilié depuis plusieurs années et dont il a d'ailleurs été le directeur. Il est depuis 2017 membre de la Société royale du Canada, membre du barreau, a été professeur invité notamment à l'Université Laval, à Paris 2, à Namur et j'en passe. Il a également été directeur de la recherche du groupe de travail fédéral sur la politique de radiodiffusion. Il a été chercheur au CEPRIO, membre du Centre d'études sur les médias, du Conseil du Centre d'études sur les médias. Et évidemment, chroniqueur pour le journal Le Devoir. Et je suis certain que, comme moi, plusieurs d'entre vous avez lu plusieurs de ces chroniques. J'ai juste fait le premier paragraphe d'une page d'accomplissement. Donc, vous aurez deviné que je ne vous ferai pas la lecture complète, si ce n'est que parce que vous n'êtes pas venu m'écouter présenter Pierre, mais plutôt l'écouter lui, puisque, vous le savez probablement, c'est un orateur hors pair. Donc, sans plus tarder, je vais lui céder la parole en le remerciant une fois de plus d'avoir accepté l'invitation pour nous présenter, comme vous le voyez à l'écran pour les gens dans la salle, sa conférence intitulée La suite des travaux de Bernard Benoît, la recherche en droit de l'information et de la communication au CRDP de 1960 à 2024. Donc, Pierre, le micro est à toi. Alors, merci, Nicolas, Monsieur le directeur Nicolas Vermez, que je vais tutoyer aussi parce qu'en effet, on se connaît depuis longtemps. Merci à Sylvain qui a agi comme soutien indéfectible pour organiser cette rencontre. Merci à toutes les personnes qui se joignent à nous, soit en ligne, soit en présence tridimensionnelle. Alors, écoutez, le type de propos que je voulais partager avec vous aujourd'hui est assez inhabituel finalement, parce qu'on a l'habitude, quand on fait du droit, d'examiner un problème juridique, identifier quel est le droit applicable, quel est l'état de la loi. Ce que m'a proposé Nicolas Vermez et qui m'a paru enthousiasmant au départ, j'espère que cet enthousiasme sera suffisamment communicatif pour la plupart des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est effectivement de partir de ces travaux de la première période du Centre de recherche en droit public et finalement de voir qu'est-ce que ça a pu donner finalement, comment c'était et comment ça a pu évoluer. C'est comme ça que j'ai compris la commande qu'il a gentiment qu'il m'a proposé de remplir. Alors, essentiellement, ce que je vous propose, c'est de faire un bref retour historique sur
le développement du CRDP et surtout le droit de l'information et de la communication au CRDP. Et ensuite, quelles sont les principales étapes en avertissant d'entrée de jeu que j'ai dû faire des choix puisque les productions qui ont été réalisées au CRDP sont très nombreuses sur cette soixantaine d'années. Et donc, j'ai uniquement identifié un certain nombre d'ouvrages qui m'ont paru représentatifs de ce qui se fait, de ce qui s'est accompli comme travail. Alors, comment j'ai procédé? Ben alors, d'abord, je suis revenu au document officiel du CRDP. Dans le site officiel du Centre de recherche en droit public, il est question d'un historique. On identifie les grandes périodes du développement de ce centre de recherche qui, comme on le dit très souvent, comme on le rappelle très souvent, est probablement le plus ancien centre de recherche en droit au Canada, créé notamment à l'instigation de Paul Gérin-Lajoie en pleine Révolution tranquille au Québec. Et d'ailleurs, on va voir qu'il y a des échos de ce brassage d'idées qui est caractéristique de la Révolution tranquille, qui transparaissent à tout le moins dans les premières années du CRDP. J'ai bénéficié également d'un travail qui avait été réalisé à la fin des années 80 par le Réseau québécois de recherche sur la communication et l'information, qui avait été créé à cette époque par, si mon souvenir est fidèle, par des départements de communication à l'Université Laval et à l'UQAM, et qui avait inventorié les travaux qui avaient été réalisés dans beaucoup d'institutions universitaires et notamment au CRDP. Ils avaient alors identifié 95 productions de travaux qui avaient été réalisés au Centre de recherche en droit public, le plus ancien étant le rapport de Bernard Benoît, qui est en fait le point de départ de cet exercice auquel nous sommes aujourd'hui conviés. En fait, il y a donc 4 périodes dans l'histoire, enfin, l'historiographie du CRDP est généralement déclinée en 4 périodes. La périodisation en histoire, c'est toujours quelque chose d'assez problématique. Donc, je n'ai pas pris de risque. Je me suis appuyé sur cette périodisation qui figure dans les documents officiels. Et j'ai essayé de faire le parallèle avec les travaux en droit de la communication, en droit de l'information. Alors, on a une première période qui est intitulée comme celle où la recherche qui était menée au CRDP était surtout conçue pour repenser l'État. À partir de 72, deuxième période, un droit public élargi. Et donc, cette première période, de 62 à 72, elle correspond aux premières années où des travaux ont été réalisés, notamment en droit de l'information. Mais dès la décennie 72 et qui s'étend jusqu'à 85, on voit un droit public élargi et au CRDP se réalisent des travaux qui dépassent de très loin ce que l'on envisageait comme étant le droit public dans les périodes là, des années 60 et 70 dans la doctrine juridique québécoise, un droit public élargi. Tant et si bien que même dans la période suivante, de 85 à 89, le centre se dote d'axes de recherche et malgré son nom très connu, droit public, on constate que beaucoup des travaux qu'on y réalise ne sont pas limités au droit public tel qu'on le comprend, notamment dans des pays comme la France où la notion de droit public correspond à des catégories bien établies, bien précises, alors que bien sûr on sait que dans les pays de tradition comme celle du Canada, cette distinction entre droit public et droit privé est beaucoup moins étanche. Et la quatrième période, de 99 à aujourd'hui, le tournant pluraliste, et qui correspond dans le domaine de la communication à l'ère d'Internet dans laquelle nous sommes.
Donc, on est dans l'ère d'Internet depuis le début du siècle. Et bien sûr, nous verrons que Internet, en tant que force dominante de ces années, a constitué un facteur très important de l'évolution des cadres normatifs. Bernard Benoît. D'abord, j'ai cherché en vain une photo de Bernard Benoît. Je me suis adressé aux archives de Radio-Québec, ou en fait de Télé-Québec. En fait, Radio-Québec, c'est le nom que portait aujourd'hui l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui Télé-Québec. Euh, Si vous cherchez Radio-Québec aujourd'hui, vous allez tomber sur un site complotiste. Alors, je vous conseille plutôt d'utiliser le site Télé-Québec. Mais pendant très longtemps, Bernard Benoît a fait carrière à Radio-Québec. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'obtenir une photo du personnage. Mais malheureusement, les archives de Télé-Québec ont été inondées suite à la catastrophe là, il y a quelques mois dans le centre-ville de Montréal. Et donc, les archives sont malheureusement inaccessibles. Euh, et on espère qu'ils pourront les restaurer, mais en tout cas, elles sont pour l'instant inaccessibles. Donc, je n'ai pas de photo, mais bon, c'est un monsieur qui se présentait très bien et j'ai pas de raison de penser que sa photo aurait ajouté beaucoup, mais ça me fatiguait de ne pas avoir de photo. Bon, de quoi parle? On parle de quelqu'un qui a fait ses études de droit dans les années 50. Il a même été enseignant, l'équivalent de chargé de cours à l'Université d'Ottawa dans les années 60. Et il a été ensuite chercheur, probablement à temps partiel, à ce qui s'appelait alors l'Institut de recherche en droit public. Et il a fait une très longue et très fructueuse carrière à Radio-Québec, devenu Télé-Québec. Et donc, même à ce moment-là, moi, je l'ai connu à cette époque, il était considéré comme un grand pionnier de l'étude du droit des communications. L'étude qui est un peu le point de départ de cet exercice, ben, c'est une étude intitulée Position constitutionnelle sur la radio et la radiodiffusion au Canada. Un travail qui a été publié, non pas publié, mais qui a été complété en 1965, puisqu'à ma connaissance, il n'a pas connu de diffusion autre que la forme de document là, imprimé, tel qu'on le voit ici, là, qui figure dans les archives du directeur du CRDP. Donc, un rapport réalisé sous les auspices du Centre de l'Institut de recherche en droit public, et un rapport qui essentiellement tournait autour des enjeux constitutionnels qui, à l'époque, commençaient à préoccuper un bon nombre de personnes actives dans le milieu juridique québécois. Bernard Benoît, dans ce rapport, déplore l'absence de ce qu'il appelle la plus rudimentaire doctrine juridique. Et en effet, lorsqu'on se situe au début des années 60 au Québec et qu'on regarde les programmes d'enseignement d'une faculté comme la faculté de droit de Montréal, ben, le droit public, c'était essentiellement le cours de droit paroissial, c'est-à-dire le cours où qui a été donné longtemps par le professeur Roger Comtois, qui était devenu doyen par la suite. Mais essentiellement, c'était le fonctionnement des fabriques, le fonctionnement des paroisses. Le Québec était une société fortement marquée par la présence et par l'importance religieuse, la religion catholique. Et le droit public, souvent, se limitait à ça. Donc, l'auteur Bernard Benoît déplore cette absence de doctrine juridique, notamment dans un domaine et à l'égard d'une question qui, à son sens, est particulièrement névralgique, la radio. Il s'étonne que aussi peu de juristes aient trouvé le temps de s'intéresser à ce qui lui semble être quelque chose d'absolument essentiel, c'est-à-dire les médias de radio. Et il insiste pour dire à quel point c'est stratégiquement essentiel, notamment pour la population québécoise, d'avoir son mot à dire et de s'intéresser
à ces questions. Et donc, son texte est surtout un plaidoyer sur l'intérêt qu'on devrait avoir à l'égard de la radio. En somme, sa démarche s'inscrit dans un souci de rattraper le retard dans la maîtrise des dimensions constitutionnelles et des dimensions juridiques au sens plus large des médias électroniques. Les médias commencent dans les années 60 à être perçus comme jouant un rôle capital. C'est l'époque, là, si on veut situer ça dans un environnement plus large, c'est l'époque où le débat télévisé entre le candidat John Kennedy et Richard Nixon euh, devient un tournant dans l'élection. Euh, Aujourd'hui, évidemment, les débats n'ont pas le même type d'effet, mais à cette époque, ça avait constitué un électrochoc, c'est-à-dire l'importance des médias de radio et surtout de télévision dans le fonctionnement ou dans le déroulement des activités sociales. La démarche de Bernard Benoît se situe aussi dans cet univers analogique des années 60, un univers marqué par plusieurs commissions d'enquête qui ont eu beaucoup d'importance dans le développement du droit des médias électroniques. Par exemple, dès 1951, le rapport Massé-Lévesque met de l'avant la nécessité pour l'État, et notamment l'État fédéral, d'intervenir dans le domaine de la culture, pas uniquement les médias électroniques, bien sûr, mais c'est d'ailleurs le rapport Massé-Lévesque qui est un peu le document fondateur d'institutions comme le Conseil des arts et d'autres institutions culturelles. Dans les années 50 et ensuite dans les années 60, le rapport Fowler 1, Fowler 2, qui définit les tenants et aboutissants de la législation canadienne sur la radio et la télévision. Le rapport Fowler 1 sera suivi par la loi de 1958 sur la radiodiffusion et Fowler 2 par la loi de 68 qui constitue l'architecture de ces lois-là nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est dans ce contexte que Bernard Benoît intervient. Et d'ailleurs, quand on y regarde de plus près, ben, avant même de travailler au CRDP, il avait préparé deux pièces, deux travaux importants. Entre autres, il avait comparu, enfin, ils étaient intervenus à titre personnel à la Commission royale d'enquête sur la radio et la télévision de 1956, donc la commission Fowler 1, et il plaidait pour que les radios, que les licences de radiodiffusion, de radio et de télévision puissent être accordées à des entreprises privées et également à des universités. Et il y avait à cette époque un souci de promouvoir la télévision et la radio éducative à laquelle Bernard Benoît se rattache. Il publie même en 1956 dans la revue Thémis de l'Université de Montréal un article sur la Constitution canadienne et la diffusion et les universités, puisque une de ses thèses, c'est que les contenus radiodiffusés, les contenus qui sont véhiculés par la radio et la télévision, seraient de la nature de ceux qui sont produits dans des institutions comme les universités. Donc, les contenus, selon lui, devraient relever des provinces, tandis que la diffusion ou la maîtrise des moyens techniques de diffusion, comme les ondes hertziennes, pourrait relever de l'autorité fédérale. Ce n'est pas, évidemment, ce type de partage qui a été ultimement retenu par les tribunaux au Canada, mais c'était une des prétentions d'auteurs comme Bernard Benoît, qui évidemment militait au sens large, on s'entend, pour une présence beaucoup plus importante des provinces et notamment du Québec dans le domaine des médias, et notamment des médias électroniques. À cette époque, les enjeux, dans les années 60, les enjeux constitutionnels prennent beaucoup de place.
beaucoup de débats sur la juridiction, sur la radiocommunication, qui avait été bien sûr résolu par les tribunaux canadiens dans les années 30, mais se pose la question de savoir si la radiodiffusion éducative relève entièrement de l'autorité fédérale ou est-ce qu'elle ne devrait pas relever de l'autorité provinciale. Et d'ailleurs, dès 1949, le Québec adopte une loi sur la radiodiffusion éducative qui va rester lettre morte, elle va rester dans les statuts du Québec pendant 2 décennies. Elle sera littéralement réactivée et mise en vigueur dans le courant des années 60 et ça a été la création du Radio-Québec, Télé-Québec, tel que nous le connaissons. Mais dès 1949, il y avait à tout le moins une législation qui avait été adoptée, mais elle était restée non en vigueur, finalement, pendant plusieurs décennies. Dans ces années-là également, beaucoup d'interrogations sur le statut de la câblo-distribution qui s'installe désormais comme une technologie de plus en plus, qui prend de plus en plus de place dans la diffusion des médias électroniques. Les idées forces que l'on retrouve dans beaucoup de travaux de ces années, c'est comme ce que Bernard Benoît met de l'avant, la nécessité pour le Québec d'agir à l'égard des enjeux associés aux médias électroniques. Ça revient fréquemment. À cette époque, évidemment, la liberté d'expression n'a pas de protection constitutionnelle. Elle est régie par le droit. Donc, c'est une liberté qui est essentiellement susceptible d'être limitée par les règles de droit. Mais dès les années 60, si on regarde le rapport Fowler 1 ou Fowler 2, on reconnaît que les médias audiovisuels ont un impact suffisamment important pour justifier des limites beaucoup plus strictes à leur égard, beaucoup plus strictes qu'à l'égard des médias écrits. Dans les années 60, c'est aussi l'esprit de l'Expo 67. C'est une période où il y a beaucoup d'effervescence. C'est la décennie où l'être humain est allé sur la Lune, même s'il y en a qui ne le croient pas. Mais c'est à cette époque, en 1969, que le premier être humain a touché sur le sol lunaire. C'est aussi l'époque de l'émergence de l'informatique juridique. Par exemple, au cours des années 60, est créé ici même à l'Université de Montréal le projet d'Atum, qui va devenir SOCIGE finalement, c'est-à-dire cette idée selon laquelle on devrait utiliser l'informatique pour traiter l'information juridique. Et dans cette première période, s'installe à l'Université de Montréal en utilisant les outils informatiques de l'époque, qui n'avaient rien à voir avec la micro-informatique que l'on connaît désormais, s'installe donc ce projet, cet ambitieux projet d'informatique juridique. Ce n'est pas quelque chose qui s'est développé au sein du Centre de recherche en droit public comme tel, mais qui s'est développé dans les murs juste voisins, finalement. Le droit public, le droit et la société sont des enjeux qui commencent à émerger dans cette période de grande créativité et cette période de grand optimisme à l'égard de ce que ce que peuvent faire les technologies, notamment les technologies de l'information. Voilà pour la première décennie. C'est la décennie dans laquelle Bernard Benoît intervient. Qu'arrive-t-il par la suite? Parce que le monde se continue, bien évidemment. Bernard Benoît ira travailler à Radio-Québec, qui deviendra Télé-Québec, et au fil des années, continuera d'intervenir de différentes façons sur les enjeux qui concernent les communications électroniques. Dans les années 70, c'est une décennie qui est marquée par l'émergence de mouvements et de démarches largement inspirés par le nationalisme québécois qui, à cette époque, tient une place considérable dans l'espace public, et également émergence des droits fondamentaux. Alors, tout ça va se refléter dans plusieurs travaux
qui seront réalisés au CRDP. Par exemple, on a beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur les questions constitutionnelles relatives à la télédistribution. À cette époque, il y avait des enjeux, des discussions constitutionnelles, il y a eu des recours judiciaires. Le Québec s'est doté d'un ministère des Communications. Le Québec va même plus tard équiper la Régie des services publics, qui est son organisme qui s'occupait là, des fils et des lignes de transmission électrique pour intervenir dans le domaine de la télédistribution et va se déclencher ce qu'on a appelé la guerre du câble, c'est-à-dire cette guerre, entre guillemets, au sens pacifique du terme, mais cette guerre judiciaire entre les autorités fédérales et le Québec pour la juridiction sur la télédistribution ou la câblo-distribution. Alors, les travaux au CRDP, il y en a plusieurs qui vont porter sur ça, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a qui vont porter sur les droits fondamentaux. Par exemple, on a en 1977 Patrick Molinari qui fait une étude sur le droit de la personne, sur son image en droit québécois et français. Jacques Boucher, professeur à la faculté de droit, qui a été en quelque sorte le créateur d'une véritable équipe de recherche en droit des communications, va publier un article, une étude sur la télévision communautaire au Québec. Un contrat de recherche du ministère de l'Éducation va être réalisé par 3 professeurs associés au CRDP, Christian Vinck, Pierre-André Côté et Victor Laban, sur les problèmes de droit d'auteur en éducation. Il y a même une étude sur les politiques de la Régie des services publics en matière de câblo-distribution qui s'inscrivent dans cette mouvance des travaux et des réflexions, surtout des réflexions à caractère constitutionnel sur les enjeux associés à la câblo-distribution. Les années 70, c'est aussi l'adoption au Québec de la Charte des droits et libertés de la personne. Cette charte, lorsqu'elle est adoptée, elle comporte notamment à l'article 44 un énoncé selon lequel chacun a droit à l'information dans la mesure prévue par la loi. Et donc, dans les années qui vont suivre, il y aura cette étude sur le droit à l'information, Trudel, Boucher, Piot et Brisson, qui va tenter de dégager quels sont les tenants et aboutissants de ce principe de droit à l'information qui avait été à l'époque mis de l'avant surtout par les milieux journalistiques qui préconisaient non pas tant de s'attacher à la liberté de presse, mais davantage au droit du public à l'information. Dans les années 70, il y a des idées qui reviennent souvent dans la littérature et qu'on va retrouver parfois dans les travaux du CRDP. Bien sûr, l'émergence du droit à l'information et des droits à, le droit au bonheur finalement, le droit à plein de choses, mais aussi la nécessité de promouvoir l'équilibre, beaucoup de revendications aussi sur la nécessité de pouvoir accéder aux médias. Et c'est à ça que se rattache tout ce mouvement des médias communautaires qui, à cette époque, prend beaucoup d'importance, notamment dans les radios. C'est au Québec qu'on voit se créer des radios communautaires, c'est-à-dire à partir de groupes citoyens, on va développer des radios, parfois des radios étudiantes et parfois des télés communautaires qui vont utiliser les entreprises de télédistribution pour diffuser des émissions locales. Mais c'est aussi une décennie dans laquelle on quitte de plus en plus cet univers où les médias sont diffusés et sont passivement regardés par les auditeurs ou les téléspectateurs. C'est l'émergence des télévisions dites à péage qui, à l'époque, sont perçues comme une sorte de révolution, puisqu'on peut choisir de regarder une émission. Ça paraît aujourd'hui complètement baroque, puisque c'est ce qu'on fait, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il fut un temps où les médias, essentiellement,
proposait une grille et les gens pouvaient la regarder ou non, mais il n'y avait pas le choix là, de la regarder comme ils veulent ou de la choisir ou de choisir des émissions ou même de changer l'heure à laquelle ils vont écouter l'émission, ce qui aujourd'hui nous semble être aller de soi. Mais on était dans ces années-là, dans une période où cela n'était pas techniquement possible. C'est un petit peu avant l'invention de la télécommande aussi. La télécommande a changé beaucoup de choses. Alors là aussi, on va retrouver des études sur la télévision payante on voit apparaître des études qui insistent sur les changements technologiques et le fait que les changements technologiques modifient ce qui justifie l'intervention du droit. Et là, il y a un changement dans la façon d'envisager le droit. C'est-à-dire qu'on avait souvent dans la littérature juridique, jusqu'à cette période, tendance à considérer que le droit n'avait pas vocation à changer, ou à tout le moins qu'il n'y avait pas de lien entre les changements technologiques et le droit. Euh, ou au mieux ou au pire, ça dépend des points de vue, les changements technologiques pouvaient faire en sorte que les lois ne s'appliquaient plus. Mais ce qui apparaît dans beaucoup de travaux qui sont menés à cette époque-là au CRDP, c'est que lorsque la technologie change, ben, les raisons pour lesquelles les lois existent peuvent changer. Euh, Entre autres, dans la littérature américaine aussi, on a beaucoup insisté sur le fait qu'avec la télécommande, ben, on ne pouvait plus considérer que les auditeurs de radio et de télé constituaient un auditoire captif, ce qui pouvait justifier des limites à la liberté d'expression qui semblaient tenir à un fondement rationnel intéressant dans la mesure où les auditoires étaient captifs. Mais à partir du moment où la technologie fait en sorte que les auditoires ne sont plus captifs, se soustraire à leur guise au contenu, bien, on ne peut plus invoquer ce motif-là pour justifier des limites à la façon de s'exprimer ou au type de contenu que l'on peut, que la loi ou que la réglementation peut interdire. Et donc, la technologie change les raisons pour lesquelles on réglemente, mais ça aussi appelle à une révision des moyens de réglementer, puisque, bien sûr, la technologie va faire en sorte que les enjeux vont se présenter de façon différente et vont parfois prendre le droit en défaut. Voilà pour les années 70, une décennie fructueuse et qui préparait la décennie suivante, celle des années 80, qui va être marquée par l'avènement de la numérisation, l'avènement de ce qu'on a appelé la convergence des différents vecteurs de communication, jusqu'à la fin des années 70, on prenait pour acquis que chaque média avait ses logiques propres. La radio, ben, c'était de la radio avec toutes ses logiques et ses modes de fonctionnement. La télévision était un autre média. La presse écrite était un média aussi différent. Ce que l'on voit apparaître dans les années 80, c'est cette convergence, c'est-à-dire que cet effacement des distinctions entre les différents vecteurs de communication qui, jusque-là, étaient tenus pour être distincts les uns des autres. Mutation aussi des espaces médiatiques. Les médias étaient généralement envisagés comme étant des, des entités qui diffusaient et qui décidaient seules de ce qui était diffusé, alors que les espaces médiatiques deviennent, dans cette décennie 80, de plus en plus interactifs. Par contre, inquiétude relative à certains contenus, cette inquiétude relative à certains contenus persiste, elle persiste à chacune des époques et va nécessairement se traduire par des études sur la façon d'intervenir, la façon pour le droit d'intervenir à l'égard de certains contenus.
apparaissent, par exemple, à cette époque-là, des études du CRT, du Conseil de la radiodiffusion et de la télécommunication canadienne sur le traitement équitable des questions controversées, et plus tard sur le sexisme dans la publicité ou dans les médias. Enfin, dans les années 80, apparaissent aussi les enjeux de sécurité et de vie privée qui vont bien sûr marquer les décennies suivantes. On a dans cette période de 80 à 95 un effritement des monopoles. Jusqu'à la fin des années 80, il était possible de considérer que certains types d'activités de communication pouvaient être proposés aux consommateurs finaux sur la base d'un monopole. Par exemple, les services de télécommunication, ce qu'on appelait de téléphone à l'époque, étaient considérés comme un monopole naturel. Ce modèle s'effrite et s'effrite également un certain nombre d'idées reçues. Par exemple, des idées qui étaient bien établies dans beaucoup de pays, notamment en France, où on considérait que la télévision était presque par nature un service public. Ben, vers la fin des années 80, il y a des pressions importantes vers la libéralisation de l'audiovisuel, la privatisation également de l'audiovisuel, qui était jusque-là perçu et considéré comme constituant un service public. Au Canada, ben, ça va se manifester par la mise en place d'un système de radiodiffusion à compter des années 60, fin des années 60, un système dans lequel il y a aussi bien des acteurs privés qu'un service public de radio et de télévision. Dans les années 80, il y a le CRDP est impliqué dans beaucoup de travaux. Par exemple, dans les travaux qui ont mené au rapport Kaplan-Sauvageau, le groupe de travail sur la politique de radiodiffusion, qui est mis sur pied entre 1984 et 1986, eh bien, des chercheurs du CRDP vont participer à plusieurs études. Par exemple, Mireille Baudet, Marie-Philippe Bouchard, à l'époque, qui était étudiante à l'époque. Marie-Philippe Bouchard, qui va bientôt être directrice générale de Radio-Canada. Comme quoi, le CRDP ne fait pas que des mauvais coups. donc Mireille Baudet, Marie-Philippe Bouchard, Michel Gamache font une étude sur le statut juridique des entreprises de radiodiffusion. Jacques Frémont, à l'époque membre du CRDP, fait une étude sur les objectifs et les principes qui sous-tendent les législations du système de radiodiffusion canadienne. Alors, c'est des études qui sont réalisées à la demande du groupe de travail sur la politique de radiodiffusion, dont le rapport publié en 1986 va finir par donner lieu à la loi sur la radiodiffusion de 91. Et c'est à ce moment-là que le traité de droit sur la radio et la télévision est rédigé pour rendre compte, en quelque sorte, du droit émanant principalement de cette loi sur la radiodiffusion. C'est aussi la décennie de ce qu'on pourrait appeler les biens informationnels, c'est-à-dire ces objets de différentes natures qui deviennent des vecteurs de diffusion, de conservation et diffusion et de conservation de l'information, mais aussi des vecteurs de réalisation de transactions et d'actes juridiques. Par exemple, une étude sur la carte à mémoire qui vient... c'est de l'eau, ça? Oui, c'est de l'eau. J'entendais le fond de ta voix. Alors, merci. Je vois qu'on se soucie de ma santé, et je vais me soucier de la vôtre en essayant de ne pas être trop long dans le reste. Alors, donc, une étude sur la carte à mémoire qui essentiellement vient éclairer différents enjeux qui reflètent bien
ce phénomène par lequel le droit est interpellé par les changements technologiques. Comment concevoir les relations juridiques, les droits et les obligations des personnes lorsqu'ils utilisent un véhicule qui comporte de l'information et qui peut servir à activer des transactions. Et c'est autour de ce questionnement qu'une étude comme la carte à mémoire va être développée, donc sous la direction de Pierre Macaille. Et bon, il y a Pierre Macaille et moi, puis d'autres, France Abran, puis d'autres qui ont travaillé sur cette étude-là. Une étude également sur les nouvelles technologies et la propriété, puisque se pose la question de savoir comment se redéfinissent les droits, notamment les droits de propriété, sur les objets générés par la technologie. Alors, ça va donner lieu, dans ce cas-ci, c'est un colloque international qui avait été organisé sous la direction de Yann Mackay, qui s'est beaucoup intéressé à ces enjeux. Et donc, à cette époque, il y avait beaucoup de préoccupations sur quel est le statut des biens informationnels et surtout en quoi ça modifie le droit, en quoi ça change les raisons pour intervenir au regard, par la réglementation, par la loi, et surtout, qu'est-ce que ça implique comme changement dans les obligations. C'est l'époque de l'émergence de la télématique, comme on disait à l'époque, ou du commerce électronique, ou parfois de l'EDI. L'EDI, ça signifie pas. Aujourd'hui, ça parle d'équité, diversité, inclusion, mais à l'époque, c'était Electronic Document Interchange. Hein. Donc, c'était essentiellement les transactions électroniques. Alors, beaucoup de travaux sur les enjeux associés à l'émergence de la télématique et à l'émergence du commerce électronique qui, à cette époque, soulève généralement un scepticisme dans les milieux juridiques. Hein. On considère qu'il n'y a rien là, que c'est une mode qui va finir par passer. Et donc, ça ne semble pas être considéré comme ayant un effet transformateur considérable à cette époque. Tout ça va bien changer, puisqu'à compter de 89, on va entrer dans l'ère d'Internet. Et à cette époque, se reconstitue au CRDP une équipe sur le droit de l'informatique qui va donner lieu à la création de ce qui est devenu le Lexum et ensuite CANLI, donc la ressource qui sert aujourd'hui à diffuser de façon systématique les décisions de justice. Donc, va s'ajouter cette ressource-là qui a aussi émergé dans le cadre d'équipes de recherche au CRDP. On a beaucoup de travaux qui formalisent un cadre doctrinal autour du contrat électronique, de quelle manière ce contrat doit être appréhendé, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses conditions de validité. On a ici le livre de Vincent Gautret sur le contrat électronique international, mais on aurait pu en citer beaucoup d'autres. Ça donne lieu en 2002 à un collectif sur le droit du commerce électronique qui va présenter un tableau assez complet des principaux enjeux du droit du commerce électronique. L'émergence et la généralisation du numérique va aussi stimuler les réflexions dans la façon d'appréhender le droit. Un exemple, bien sûr, c'est l'avènement de cette notion de neutralité technologique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les lois devraient s'appliquer, peu importe la technologie utilisée, peu importe la technologie installée. Enfin, autrement dit, il y a dans une grande partie de la communauté juridique de cette époque, et sans doute encore aujourd'hui, un souci de s'assurer que les lois s'appliquent indépendamment du mécanisme technologique
auxquels on a recours, faire en sorte que les droits et les obligations puissent s'exercer sans égard à la technologie utilisée. Ça semble aller de soi aujourd'hui, mais ce n'était pas aussi évident que ça à cette époque. Alors, l'étude qu'on a ici date de 2012, mais elle résulte de beaucoup de réflexions qui ont eu lieu avant. L'avènement également de la cyberjustice dès les années 90, avec la généralisation d'Internet, se pose la question de l'application du droit, de l'application des lois, et sont mises de l'avant l'idée selon laquelle les conflits qui naissent en ligne, qui naissent au sein d'Internet, devraient, dans la mesure du possible, être réglés dans l'Internet. Et ça donne lieu à plusieurs projets, plusieurs qui ont été notamment mis en place par Karim Beniclef, qui a créé dès 1996 le projet Cybertribunal, qui va prendre plusieurs dénominations par la suite et qui va aboutir plus tard, dans les années que nous connaissons, au laboratoire de cyberjustice. Donc, essentiellement, à cette époque, l'idée apparaît relativement saugrenue dans des colloques qui, à cette époque, se déroulaient. Il y avait des juristes très renommés qui disaient que ce n'était pas réaliste de s'attendre à ce qu'on puisse gérer les conflits au moyen d'outils en ligne, que ça ne marcherait pas. Mais il y a quand même eu, et de fait, on le sait aujourd'hui, que plusieurs types de conflits peuvent maintenant et sont effectivement gérés par des outils en ligne. Et donc, tout ce mouvement de la cyberjustice, ben, le CRDP y a tenu une place tout à fait cruciale. C'est un des lieux importants du développement de la cyberjustice. Les droits fondamentaux de l'information vont prendre également dans les années d'Internet une place considérable. L'apparition, bien sûr, du mouvement des lois sur l'accès aux documents administratifs et de la protection des renseignements personnels, qui va en soi constituer une révolution. On voit ces lois-là apparaître dans la fin de la décennie 70 et qui prennent leur envol dans les années 80. L'importance que prend la vie privée et la sécurité de l'information qui vont, en quelque sorte, motiver un très grand nombre de travaux qui sont réalisés au CRDP ou dans des centres ou des institutions associées. Le droit du cyberespace en 97, donc essentiellement c'est un ouvrage qui avait été commandé à l'origine par le ministère, ce qui est devenu le ministère de la Culture et des Communications, qui, dans la suite de ce mouvement, selon lequel il fallait au Québec comprendre les enjeux de ces espaces-là, ils avaient demandé de réaliser ce qui est devenu le livre Droit du cyberespace. À l'époque, ça n'aurait sans doute pas pu être réalisé s'il n'y avait pas eu une volonté d'assurer un financement capable de produire rapidement un ouvrage aussi étendu par sa portée. Les enjeux de cybersécurité, là aussi, on aurait pu trouver plusieurs exemples, mais les travaux sur la sécurité informationnelle, sur les enjeux de sécurité comme facteur important de structuration du droit relatif aux technologies de l'information et de communication vont là aussi s'inviter dans les travaux du CRDP. Ici, on a le livre de Nicolas Vermès, un des livres de Nicolas Vermès, Responsabilité civile et sécurité informationnelle. Les actes illicites. Pendant des années, on a pris pour acquis dans beaucoup de milieux que les actes illicites, quand ils étaient sur Internet, on ne pouvait rien faire. Mais au CRDP, assez tôt,
on a vu des travaux émerger pour tenter de voir de quelle façon s'y prendre pour assurer l'application effective du droit dans l'environnement connecté. On pourrait même aller plus loin dans un autre ouvrage de Nicolas Vermès, Droit codifié, nouvelles technologies, c'est-à-dire cette mise en connexion du Code civil et des nouvelles technologies. Et à cet égard-là, l'ouvrage Droit codifié, nouvelles technologies est un ouvrage fondateur, sans doute, dans la mesure où c'est un des travaux importants qui vient montrer que le Code civil peut s'appliquer et comment il peut s'appliquer à des environnements ou à des situations marquées par les technologies numériques. Voilà, une nouvelle législation aussi qui se présente sur le numérique, la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information qui est adoptée dès 2001 et qui indique que jusqu'au début du présent siècle, il y a notamment dans les ministères au Québec une volonté importante pour faire en sorte de mettre à niveau le droit québécois. Et encore aujourd'hui, la loi québécoise sur le cadre juridique des technologies d'information est unique au Canada. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans les autres juridictions au niveau canadien, sauf peut-être en matière de preuves ou sur certains aspects très déterminés. Les équipes du CRDP vont aussi intervenir dans des études qui vont alimenter le rapport Yale sur l'avenir des communications au Canada. Là, on arrive vraiment dans l'époque contemporaine. Donc, une étude sur le statut et les responsabilités des plateformes réalisée sous la direction de Vincent Gaudret et Nicolas Vermès, qui va aider à situer les tenants et aboutissants de ce qu'il y a dans le rapport Yale là, sur l'avenir des communications au Canada, intitulé Le temps d'agir, qui est en fait le rapport qui a notamment servi à mettre en place les modifications là, que le Parlement du Canada a adoptées pour la mise à niveau des lois sur les médias de communication. Influence également de la standardisation technique et des autres normativités. Donc, beaucoup d'études qui sont cristallisées dans le dictionnaire de la norme, ce méga projet sur les différentes normativités, dont plusieurs sont caractéristiques des environnements numériques et des environnements technologiques. Autrement dit, les environnements de communication tels qu'ils ont évolué interpellent le droit, interpellent la façon d'appréhender les normes et invite à considérer de façon beaucoup plus large la normativité. Il n'y a pas que les lois adoptées par les États, il y a d'autres normativités dont il importe de tenir compte et beaucoup de travaux réalisés au CRDP et qu'on voit se cristalliser dans le dictionnaire de la norme qui est récemment mis en ligne et qui est en voie d'être qui est en complétion continue. Ben, ce dictionnaire vient en quelque sorte cristalliser ces différents efforts. Angoisse et enjeux aussi. Les environnements de communication génèrent des angoisses, comportent des enjeux inédits. Il ne se passe pas une journée désormais sans qu'on parle des fausses nouvelles. Alors, des travaux sur les différents mécanismes par lesquels sont produits et circulent les informations notamment les nouvelles ou les informations médiatiques. Donc, voilà un exemple du type de travaux qui portent sur les angoisses et les enjeux. Nous arrivons à la dernière partie de cet exposé. Et là, je vais plutôt vous proposer un certain nombre de grandes lignes de force qui ressortent de ces différentes évolutions qui sont illustrées là, par certains des travaux qui ont été réalisés au fil des années par les équipes du Centre de recherche en droit public. Donc, comment la régulation a-t-elle évolué? Et c'est dans ce sens-là peut-être que le regard historique, le regard sur une période temporelle relativement longue permet peut-être de comprendre ou d'appréhender des phénomènes qui peuvent être extrêmement importants pour
pour assurer une bonne appréhension de la suite. D'abord, un constat, depuis Bernard Benoît, les lieux dans lesquels s'élabore la normativité se sont multipliés. L'État n'est plus seul, n'est pas seul. Vous rajoutez, l'État n'a jamais été seul, mais il est moins seul que jamais. Et, et donc, multiplication des lieux dans lesquels se pense et s'élabore la normativité, et donc nécessité pour l'analyse juridique de refléter cet aspect-là. Normativité qui émane d'une pluralité de sources, des forums techniques, des forums internationaux, et de plus en plus avec la généralisation des univers connectés, il est difficile d'envisager la normativité en ignorant le fait qu'il y a une pluralité de sources. On peut l'illustrer de façon plus concrète avec ce qui se passe avec l'audiovisuel. Dans la régulation de l'audiovisuel, j'ai emprunté les expressions à Jean-Paul Lafrance, un professeur de l'UQAM en télévision. Il identifie trois périodes du développement de la télévision. Il parle de paléotélévision, de néo-télévision et de post-télévision. Alors, si on regarde comment tout ça se présente lorsqu'il est question des grandes lignes de la régulation, ben, on constate que la paléotélévision, la télévision de nos grands-pères, finalement, ou même nos arrière-grands-pères, euh, c'était une réglementation de monopole, une réglementation qui prenait pour acquis que ceux qui offraient des services de télévision ou des émissions de télévision fonctionnaient selon des logiques de monopole et donc devaient être encadrés en conséquence. Avec l'avènement des technologies qui permettent une plus grande interactivité, la France parle de néo-télévision, ben, il y a transformation des monopoles, effritement, et donc modification des logiques à partir desquelles opère la réglementation. Avec la post-télévision, qui correspond à la période de l'internetisation, eh bien là, on a affaire à toute autre chose. Désormais, on peut même plus parler de télévision, on peut tout au plus parler de diffusion d'images et essentiellement, l'enjeu de régulation est essentiellement de se demander comment le droit intervient dans les flux d'informations qui circulent dans des univers connectés qui ignorent les frontières. Ça se traduit aussi par une mutation dans les modes d'expression de la régulation. Le droit qui va de plus en plus s'énoncer en fonction ou en référence à une normativité technique. Par exemple, la loi québécoise sur le cadre juridique des technologies de l'information, qui date de 2001, va très fréquemment renvoyer à l'obligation d'utiliser une technologie qui convient ou qui est adéquate compte tenu du support utilisé. Et donc, obligation de tenir compte des caractéristiques des normes techniques et des technologies pour justement fonder et appliquer les droits et les obligations des différents acteurs. Et donc, la régulation s'exprime différemment. C'est de plus en plus difficile d'énoncer la régulation en exprimant des obligations qui seraient en forme de vous devez faire ça et vous ne pouvez pas faire ça. Au contraire, dans un environnement où la technologie domine et impose ses conditions, ben, il faut généralement penser à une réglementation qui va dire ben, agissez de façon en utilisant des outils et des procédés conformes à la technologie utilisée ou compatibles avec les exigences qu'impose la technologie.
Donc, la régulation s'exprime différemment, d'où l'émergence de nouveaux modes d'énonciation de la normativité. Euh, Par exemple, la normativité qui devrait être intégrée dans les configurations techniques. Tout le mouvement dit de privacy by design, qui est essentiellement, qui vient tout simplement dire, ben, les règles de protection de la vie privée, ben, elles devraient être construites et intégrées dans les objets eux-mêmes, plutôt que de laisser circuler n'importe quel objet qui peut être dangereux pour la vie privée et ensuite pédaler à rebours pour essayer de réparer les dégâts. Les moyens d'énonciation de la normativité aussi ont connu des évolutions importantes. De plus en plus, la réglementation s'est transformée en processus de régulation. Les réglementations interviennent aussi beaucoup au niveau des pratiques contractuelles. Donc, tout ça se déroule comme si c'était un enjeu de gouvernance, en quelque sorte. Et donc, la normativité s'énonce de façon différente, beaucoup moins sous forme de euh, règles qui disent ben, vous avez le droit de ou vous n'avez pas le droit de, mais beaucoup plus en termes de processus régulateurs, souvent des processus qui viennent encadrer notamment les pratiques contractuelles. Des régulations qui se présentent de plus en plus en constellation, en réseau, et ça se comprend. L'univers est en réseau. C'est difficile de continuer de penser le droit comme si les réseaux étaient isolés, comme si les différents lieux, les différents acteurs et les différents enjeux pouvaient être considérés comme isolés sur le plan territorial. Et donc, les différentes régulations doivent désormais ou sont désormais pensées en réseau. Et si on ne parvient pas à les penser en réseau, ben, il y a des risques élevés que ces régulations soient difficiles d'application. Si on regarde, j'ai pris l'exemple de la réglementation du spectre des fréquences radioélectriques, qui est un objet réglementé depuis très longtemps par le droit, et ça permet d'illustrer un peu l'évolution. Au 19e siècle, jusqu'à les années 80, c'est les États, les membres de l'Union internationale des télécommunications, qui ont la maîtrise du cadre juridique qui s'applique aux règlements, aux communications internationales. Euh, à partir de la décennie 1980, on voit apparaître l'influence des entreprises du secteur privé qui, de plus en plus, pèsent lourd dans la façon dont cette réglementation est conçue. On le voit dans le domaine de la gestion du spectre des fréquences, mais aussi dans les positions orbitales. Donc, essentiellement, une intervention d'acteurs qui ne sont plus que des acteurs étatiques. Et on pourrait ajouter, c'est encore plus vrai aujourd'hui, maintenant, la NASA est devenue une succursale de Tesla, finalement. Donc, et dans ce sens-là, les États sont loin maintenant d'être seuls. À partir de 95, ben, un hiatus entre la lenteur des processus réglementaires et des processus de négociation interétatique et la vélocité des évolutions techniques. Et en effet, quand on regarde beaucoup de grands enjeux, euh, par exemple l'intelligence artificielle, ben, on est frappé par l'extrême lenteur que mettent les autorités étatiques à dégager des consensus et à mettre en place des balises, alors que les solutions techniques, elles, évoluent avec une vélocité sans aucune commune mesure avec la lenteur des autorités étatiques. Mutation aussi dans les rationalités des régulations, c'est-à-dire ce qui constitue les raisons pour lesquelles on trouve normal ou rationnel ou raisonnable de réguler. Euh, les,
par exemple, l'idée de rareté des espaces de communication, qui a été longtemps un fondement rationnel pour réglementer les espaces médiatiques. On disait, par exemple, qu'il y avait une rareté de fréquences pour faire de la radio ou de la télé, et donc on réglementait pour dire, ben, tant que c'est rare, ceux qui ont la chance d'en avoir doivent penser aux autres et doivent agir de façon à respecter les différents courants qui existent dans la société. Cette idée de rareté, qui était un fondement rationnel très important, ben, a complètement disparu dans l'univers dans lequel nous nous trouvons. Même chose pour les modes d'expression des normativités. La loi est de moins en moins un véhicule et les processus régulateurs, les processus d'entente contractuelle ou quasi-contractuelle ont souvent pris le relais. Les processus régulateurs entre les acteurs, par exemple, prennent souvent le relais dans les façons d'exprimer les normativités. Et bien sûr, les finalités, les fins et les moyens de la régulation de l'information ont connu de nombreuses mutations. On parlait tout à l'heure de la logique de rareté. Ben, la logique de rareté a été supplantée par une logique d'abondance. Autrement dit, ce qui est rare, ce n'est plus les canaux de communication, c'est plutôt les comportements adéquats qu'on voudrait voir se multiplier dans ces différents canaux de communication. Dans les années, le passage de l'analogique au numérique s'est manifesté aussi dans la façon de comprendre le droit. Dans les années 60, on avait un univers juridique où étaient distingués les différents environnements techniques dans lesquels se déroulent les interactions, avec chacun leur logique et leurs contraintes, alors que désormais, dans l'ère numérique, l'ensemble des activités de traitement d'information empruntent des vecteurs ou des véhicules, les mêmes véhicules, et donc nécessité de repenser les logiques du droit en tenant compte de ce phénomène de convergence. On l'a mentionné, les sources multiples et aussi et surtout le fait que désormais, il est très clair pour tout le monde que la technologie régule par défaut. Dans les premières années d'Internet, c'était un propos révolutionnaire de dire ça. Dans cette même salle, je me rappelle avoir été engueulé par une juge qui était venue à une conférence comme celle-ci et dire que c'était inacceptable que la technologie régule, que c'était à la loi de réguler. Sauf que ça régule quand même. Cette juge aujourd'hui qui est décédée, je le dis parce qu'elle ne le disait pas méchamment, c'est Anne-Marie Trahan qui a été longtemps. Et elle le disait un peu par désespoir. Mais en fin de compte, cette idée qui a mis du temps à s'imposer dans la pensée juridique, elle est maintenant, je dirais, beaucoup plus acquise, beaucoup plus admise. Les régulations doivent aussi se penser de façon planétaire. Ça aussi, c'est une évolution dont il faut désormais tenir compte et qui est devenue incontournable. En somme, la standardisation technique à l'époque des monopoles était aux mains des instances étatiques, elle est de plus en plus aux mains d'entités non étatiques et donc avec, bien sûr, la nécessité de penser le droit, non pas uniquement dans une logique de droit étatique, mais aussi dans une logique de régulation qui est sous la maîtrise d'une pluralité d'acteurs. Bien sûr, on est passé d'une période où on s'intéressait à la régulation de la diffusion. Bernard Benoît s'inquiétait de la façon dont les radios diffusaient. Et est-ce que les radios diffusaient des contenus éducatifs ou des contenus qui n'étaient pas éducatifs? Aujourd'hui, on s'intéresse davantage à la régulation des flux d'informations. Ces informations qui circulent massivement
comment penser leur régulation. En somme, on est passé d'un univers où on s'intéressait, enfin, on est passé d'un univers dans ces travaux multiples qui, au fil des décennies, ont marqué ou ont occupé les chercheurs et les chercheuses du CRTP, on est passé d'un univers où on s'intéressait aux positions constitutionnelles euh, à l'égard des médias perçus comme étant des monopoles vers un univers de régulation des réseaux où là, l'enjeu est davantage d'identifier la façon dont les règles de droit et les différentes règles et les différentes régulations peuvent intervenir dans un univers qui est un univers en réseau. Et il est assez curieux de voir que les positions constitutionnelles ont beaucoup moins d'importance. Qu'en est-il des enjeux constitutionnels? Par exemple, est-ce que tout ce qui se passe sur Internet relèverait du fédéral? Personne n'ose le dire. Mais voilà des questions qui vont sans doute se poser dans l'avenir. Voilà un peu les grandes lignes de cette évolution qui me paraît être la suite des travaux de Bernard Benoît. Et s'il était ici, puisqu'il est décédé dans les années 90, j'espère qu'il ne me reprocherait pas trop d'avoir exagéré ou minimisé sa contribution, qui est la contribution d'un pionnier. Et l'exercice, il me semble, est une belle occasion pour rendre hommage à toutes ces personnes pionnières qui ont contribué à déblayer les questions pour qu'on puisse mieux comprendre de quelle façon s'applique le droit dans ces espaces numérisés.